Salut, c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. J'ai un truc à vous proposer. J'ai envie de lancer une hotline du cul. Vous m'envoyez vos questions les plus intimes sur votre santé sexuelle ou votre plaisir sexuel et je vous trouve le médecin ou le psy queer-friendly qui nous apporte des réponses simples et des astuces concrètes. Je sais pas vous, mais moi, quand je demande à Google mes questions de cul, je trouve surtout du contenu super médicalisé, froid, écrit par des médecins qui ne parlent pas de mon plaisir sexuel. Du coup, comment je prends soin de moi, de ma santé, et tout autant de ma jouissance en sortant des normes si j'ai envie? Bah non, il n'y a pas de liaison à j'ai envie, donc c'est juste si j'ai envie. Zéro limite dans les questions. Quelques exemples pour vous inspirer, je me suis cogné. Comment bien faire un lavement anal avant la sodomie? C'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce que je peux me casser la muqueuse? Ou qu'est-ce que je peux faire si j'ai tout le temps mal quand j'essaie de me faire pénétrer? Ou encore, si mon copain que j'aime a des problèmes d'érection dont il n'arrive pas à parler? Ou c'est quoi les bonnes idées pour tester des pratiques BDSM qui me font un peu flipper pour le moment? Ou enfin, ma question du moment, pourquoi j'aime autant qu'on me touche le téton gauche, mais que je ne ressens pas grand-chose avec le droit? Alors contrairement à moi, vous allez pouvoir poser vos questions de façon totalement anonyme, comme ça personne ne saura que vous aimez qu'on vous touche le téton gauche. Alors, envoyez-moi vos questions ou vos sujets du moment, soit par écrit, mon email et mes réseaux sociaux sont dans le descriptif de cet épisode, soit en note vocale que je diffuserai, attention, dans ce cas-là, votre voix pourra être reconnue, 06 61 61 57 36 sur WhatsApp ou Signal. Oui, c'est mon vrai portable, du coup, pas de bêtises avec. Ne me laissez pas tout seul avec cette idée, j'attends vos questions. Maintenant, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute, à très bientôt. Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Est-ce que tu peux m'amener dans ton expérience de l'éjaculation prématurée? Prématurée, c'est à partir de combien de secondes où tu te dis... C'est de l'ordre de quelques secondes, ouais. Ça intervient en quelques secondes. Parce que moi, je le suis peut-être sans le savoir. Parce que moi, du coup, est-ce que tu peux me dire à partir de comment se passe le rapport sexuel pour que je comprenne en quoi c'est prématuré? L'éjaculation peut m'arriver au moment de la pénétration, mais aussi avant la pénétration. Mmh. Alors bon, évidemment, comme n'importe qui, on peut jouir hors pénétration, mais ce qui différencie ça, c'est que c'est incontrôlé en fait. Je ne suis pas mené par mon plaisir. C'est quelque chose qui survient en fait et qui est complètement hors de contrôle et que je n'ai pas le temps de vivre en fait surtout. Ok. Et donc par exemple, tu embrasses ta partenaire. Vous vous embrassez, vous vous chauffez. Au bout de combien de temps tu peux éjaculer par surprise? Alors, hors pénétration, ça peut durer plusieurs minutes pendant lesquelles le désir augmente de manière incontrôlable.
jusqu'à ce qu'il aboutisse à une éjaculation. Et je fais bien la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. Ça n'est pas du tout la même chose. Et ça, moi-même, j'ai dû apprendre que ce n'était pas du tout la même chose d'éjaculer et de jouir. Ce n'est pas de la jouissance à ce moment-là. J'ai les sensations d'un orgasme, mais ce n'est pas un orgasme. Je ne ressens pas toute cette puissance, enfin, voilà, toute la puissance et toute la profondeur d'un orgasme. Je la connais, donc je peux bien faire la différence. Mais donc Donc ça n'arrive pas à chaque rapport. Alors l'éjaculation prématurée hors pénétration, ça n'arrive pas à chaque rapport, parce que je peux varier les vitesses, je peux changer de position, je peux guider, je peux. Attends, la vitesse de quoi? Parce que hors pénétration, vitesse de quoi? La vitesse de masturbation, par exemple, ou de caresse. Ok. Tout ça, je peux faire varier ça pour ralentir mon désir. C'est plus contrôlable. L'éjaculation pendant la pénétration, elle est incontrôlable et elle est quasiment systématique, voire systématique. Et ça, elle survient quelques secondes après la pénétration. Donc c'est en chiffres, je vais pas compter, mais entre 3 et 8 secondes à peu près, c'est extrêmement rapide. Question bête, mais si la société ne t'avait... En gros, on a un concept qui nous est transmis de c'est quoi un rapport sexuel, et apparemment dans ce concept, il faut éjaculer au bout de X minutes. Ouais. Je sais même pas c'est quoi X. Ah bah moi j'étais à fond là-dedans. Ouais. Ok. Ouais. C'est quelque chose qui a renforcé ces troubles-là, ouais. La question de la performance. Ouais. Parce que c'est quoi le problème? Je vais t'amener dans mon... Tu vois, moi j'ai eu un rapport sexuel récemment avec un mec qui justement éjacule vite. Et moi j'ai pris mon pied, c'était trop bien et tout. Et vraiment j'arrivais pas à le rassurer, c'était même pas un mytho, j'étais même pas mytho, j'ai aucun intérêt... Mais je lui disais, moi vraiment je m'en fous, on attend 5 minutes et puis on reprend, et puis c'est cool quoi. Il s'avère que lui, il était content de faire ça, et moi je ne vois pas de problème. J'imagine que lui c'est un problème pour lui, et ça. Mais en tout cas moi en tant que receveur, pour toi, c'est quoi le problème de devoir d'éjaculer ainsi? Alors il y a 2 problèmes. Le problème qui est le plus évident, mais que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que je n'ai pas le temps d'en profiter. Je n'ai pas le temps de profiter de la pénétration. Une fois qu'on a éjaculé, les sensations sont très 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 différentes, et je n'ai pas le temps de profiter du plaisir de la pénétration. Et du coup, juste de façon très concrète, une fois que tu as pénétré puis éjaculé, si jamais tu attends 5-10 minutes, tu peux pas avoir une érection et remettre le couvert. Si, c'est aléatoire, hein, c'est pas une science exacte, mais moi je fonctionnais pas comme ça, parce que je fonctionnais par dissimulation, que j'expliquerai tout à l'heure. Vas-y, explique maintenant. Moi j'ai toujours caché mon éjaculation prématurée, et je pense que j'aurais pu vivre toute ma vie sans que mes partenaires se rendent compte que j'étais éjaculateur précoce, parce que après la pénétration, j'imagine que n'importe qui est capable de le faire, mais je peux contracter suffisamment mon pénis pour garder une érection pendant un certain temps. Ok. Donc là, on touche au deuxième problème. Je viens de dire, le premier problème, c'est mes sensations à moi. Après l'éjaculation, ok, j'ai encore une érection pendant X minutes ou secondes ou peu importe. Mais les sensations sont très altérées. Je n'ai quasiment plus de sensations. C'est plus agréable, en fait. Oui. Voilà. Et le deuxième problème, c'est que moi, j'ai trop longtemps été dans l'optique de servir l'autre pendant le rapport sexuel. Et donc dans cette éducation de la performance qui a été donnée par le porno et par des tâtonnements personnels, il est vraiment important que la femme ou l'homme dans le cas d'un homme ait un orgasme, et donc d'envisager le rapport sexuel comme quelque chose dont moi je dois profiter, mais dont l'autre personne aussi doit profiter. C'était vraiment quelque chose de capital pour moi. C'était raté si je n'avais pas accompli mon rôle de faire jouir l'autre. Donc, miser sur le fait que je peux éjaculer, et après il faut encore 15 minutes pour attendre, et peut-être que j'aurai une érection, et peut-être qu'on pourra repartir. Moi, j'ai préféré dissimuler la chose. C'est une très mauvaise idée. Hein,
je recommande pas. Tu déconseilles. Faut pas faire ça. Voilà. Je déconseille. C'était plus acceptable pour moi de le dissimuler et de continuer à tenir mon érection et de continuer un rapport jusqu'à ce que la personne ait l'occasion de jouir, ou en tout cas s'il n'arrive pas à jouir, que je puisse sortir de la pénétration et continuer autrement jusqu'à ce qu'elle ait un orgasme. Je me serais imaginé, moi, face à cet enjeu, me détourner de la sexualité et du coup ne plus avoir de rapport sexuel pour X ou Y bonne raison. Ça a été ton cas ? Non, pas du tout. Moi, j'aime trop ça. Ok. Les sensations sont trop bonnes, sont vraiment... voilà, j'adore ça, donc non, c'est pas quelque chose d'envisageable pour moi d'arrêter la sexualité. J'adore tout. J'adore les sensations physiques. J'adore jouir. J'adore faire jouir. J'adore toute l'atmosphère qui s'en dégage. Sentir le désir de l'autre. Sentir son plaisir. Sentir qu'on l'amène petit à petit vers la jouissance. Ou même ne serait-ce que sentir la complicité d'éprouver à deux un moment où on se fait plaisir ensemble. J'adore tout. C'est génial. Et le fait d'avoir des éjaculations prématurées ne t'a pas déconnecté de ce grand plaisir dont tu viens de parler, non, avec une ferveur. Peut-être que c'est le cas de certains hommes qui souffrent de ça aussi. Moi, ça n'a jamais été envisageable que ça m'empêche de. T'as continué à kiffer. À kiffer. Oui, et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a aussi raisonnablement toute une part où il fallait prouver que j'étais capable d'avoir des rapports. Il y a ça aussi, ouais. Ouais. On ne s'arrête pas parce que je ne vais pas laisser ce trouble montrer que j'ai un trouble. Exactement. C'est quelque chose dont j'ai vraiment quasiment jamais parlé. Il y a 2 partenaires dans mon histoire, il y a 2 partenaires sexuels à qui j'en ai parlé. Et à partir du moment où j'ai décidé de prendre ce problème à bras le corps et de commencer une thérapie sexuelle, là j'en parle beaucoup plus facilement et j'en parle à beaucoup de gens. Ouais. Mais avant ça, il y a que 2 partenaires qui étaient mes partenaires régulières dont j'ai parlé. Et c'est à ces moments-là où vraiment j'ai pris conscience que moi je m'étais déjà informé personnellement, mais que ces personnes-là ne savaient pas du tout de quoi je parlais. Elles connaissaient le concept, mais elles ne savaient pas du tout comment ça se vivait en fait. Et ça m'a aussi un peu alerté sur la vertu éducative et de dire en fait, ok, tu ne connais rien à ça et moi non plus. Donc en fait, tous les deux, on est dans une idée faussée de la sexualité. Parce que la sexualité avec moi, elle est différente en fait. Et tu peux par exemple me donner un exemple d'une réaction un peu décalée ou idiote, ou en tout cas mal informée d'une de tes partenaires ? Il n'y a jamais eu de... Qu'est-ce qu'elles ne savaient pas que tu leur as appris ? Par exemple, le fait que je leur dissimulais. Okay. Elles ne se sont jamais rendues compte que j'étais éjaculateur prématuré avant que je leur dise. Et alors que pour moi, c'était une évidence, parce que mon érection est moins vigoureuse après avoir éjaculé, que le fait que je ralentisse par exemple les préliminaires, c'est aussi une marque de redescendre un peu le désir pour pouvoir continuer à en profiter. Pour moi, c'était des signes qui étaient évidents que ça va trop vite pour moi et que ça va forcément aboutir à l'éjaculation. Et pour ces personnes-là, elles t'ont dit, moi j'aime le sexe avec toi. Ouais, tout à fait. Elles avaient aucun souci. Elles avaient aucun souci avec ça. Et moi, j'ai dû comprendre aussi comment profiter de la sexualité avec l'éjaculation prématurée. Et là-dessus, heureusement, j'ai été vraiment très bien accompagné, notamment par ma partenaire qui me disait, s'il n'y a pas de pénétration, moi je m'en tape complètement. Et si tu jouis avant ou après ou pendant, ça ne change rien pour moi. Et découvrir que le plaisir, alors je le savais, mais intellectuellement, mais le ressentir que le plaisir ne passe pas par la pénétration, ça a été un des déclics qui m'ont aidé à attaquer ce problème. Ça n'est pas grave, ça ne changera rien au rapport intime que j'éjacule tôt ou tard ou pas du tout ou même avant de commencer. Ça ne changera rien. Et en fait, envisager la sexualité sous cet angle-là et pas sous l'angle de on fait des préliminaires, ensuite on se pénètre et ça nous fait jouir et c'est bien. Il y a un schéma qui est chouette mais qui n'est pas le seul. Sortir de ce schéma-là, déjà, c'est vraiment le premier pas à partir duquel on peut commencer à
résoudre ce problème d'éjaculation prématurée. Quel a été le déclic pour toi pour s'attaquer au problème, comme tu dis? J'en ai un qui vient en tête spontanément, mais Vas-y avec. Il faut que j'y réfléchisse si c'est bien celui-là. Ah oui, non, si. Le déclic, ça a été de me rendre compte que ce fameux mécanisme de dissimulation que j'ai, c'est-à-dire d'éjaculer et de maintenir une érection, du fait de mon âge qui augmente, je suis moins capable de le faire. Je suis moins capable de le faire et je sens que c'est plus difficile, que mes érections sont moins vigoureuses, on commence à baisser, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, là, c'est plus viable. C'est plus viable. Je pourrais plus continuer comme ça. Ça ne marche pas comme système. Ça ne marche pas. Combien de temps ça va durer? 5 ans, 10 ans? Et après, qu'est-ce que je fais? Et en fait, là, je suis dans une impasse. Je vois pas le mur au fond de l'impasse, mais je suis dans une impasse, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que la thérapie sexuelle a changé? Le déclic, c'est 1, je me mets à en parler, et 2, j'entreprends un parcours. Ouais. C'était vraiment la volonté de prendre à bras le corps ce problème et d'arrêter des évitements. Quand je me suis rendu compte que ma partenaire et moi, on savait pas vraiment de quoi on parlait, il fallait un professionnel, en fait. Enfin, il faut quelqu'un dans ce trouble pour m'aider. J'avais besoin d'aide pour résoudre ce truc-là. Ça a aidé? Oui, ça a beaucoup aidé. T'en es où aujourd'hui par rapport à ce sujet? Aujourd'hui, j'ai commencé par une thérapie sexuelle qui a duré plusieurs mois, qui a duré 8 ou 10 mois, et qui m'a beaucoup aidé intellectuellement, et en termes de ressenti, et en termes d'appréhension comment appréhender une relation sexuelle, et qui a aussi travaillé mon rapport aux femmes et mon rapport aux hommes, et justement d'accepter, de laisser libre cours à l'attirance que j'ai pour des hommes, et voilà, pour histoire de reconnecter avec le premier sujet. Donc ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Après, moi, il me fallait de la pratique. Donc là, il fallait beaucoup faire l'amour. Zut. Ouais, c'était vraiment bon. Moi, je m'y suis mis. Le chemin thérapeutique, c'était de t'aimer comme tu es. Voilà, oui. J'essaye de mieux comprendre concrètement. Ouais. Ça a touché plusieurs facettes. En fait, ça ne touche pas que la sexualité. Je vais y revenir, mais après ça, donc j'ai essayé. J'ai fait plusieurs séances de sophrologie pour travailler vraiment physiquement la question du souffle, la question de la respiration, et qui m'ont aussi aidé physiquement, vraiment concrètement à mieux comprendre comment mon désir fonctionne, comment mon souffle fonctionne et comment l'utiliser pendant les rapports sexuels. Et là, je fais aussi des séances d'hypnose qui sont un tout autre exercice et qui sont vraiment très efficaces, où là, vraiment, on va chercher dans la sensation, dans le ressenti et dans le passé. Beaucoup dans le passé. Du coup, ce que je crois entendre, c'est que pour toi, le fait d'avoir une éjaculation prématurée n'est pas quelque chose définitive, c'est pas une condition médicale en lien avec ton anatomie ou en lien avec quelque chose sur lequel tu n'as pas d'emprise, c'est psychologique, c'est un symptôme. Oui. Et moi, j'ai un autre podcast sur la psychanalyse que je t'invite à écouter. Et qui est excellent. Ouais. Tu l'as écouté? J'ai écouté 2 épisodes que je trouve superbes. J'ai demandé un compliment et me voilà surpris de le recevoir. Mais du coup, ce côté plus psychanalyse, je me dis, voilà le corps qui exprime un non. Genre, je viens te faire un bug système. Parce que non, en fait, c'est pas comme ça qu'on va vivre. Moi, c'est ce que je crois de la somatisation. Mots de dos, mots répétitifs. Et notre corps nous dit, bon, écoute, gars, t'as pas l'air de comprendre. Du coup, je te mets un blocage. Et puis, il y a tout l'enjeu, arrêter d'éviter le blocage, le prendre à bras le corps, ce que tu fais. Est-ce que tu crois à cette croyance que j'ai, que c'est ton corps qui te dit non, pas dans cette direction, et qu'un jour, tu auras les éjaculations que tu souhaites? C'est une forte possibilité. C'est arrivé aussi à un moment de crise de couple. Bon, tout est lié, il n'y a pas de hasard. C'est aussi un message de dire il y a des choses à restructurer. Là, ce qui se passe en ce moment, ça ne fonctionne pas. Et je vais te le faire comprendre
Voilà. Et donc on parlait tout à l'heure de la thérapie sexuelle et on a effleuré un petit peu la question de l'estime de soi. Et ça, voilà, le trouble d'éjaculation prématurée a énormément renforcé ou provient, je ne sais pas, d'un manque de confiance en moi, d'un manque d'estime de moi-même qui est vraiment très très fort, vraiment très très prononcé. Donc voilà, on touche à beaucoup de choses. Donc la crise de couple, ça vient de là aussi. La sexualité, ça touche à ça aussi. Il y a l'éducation dans la performance sexuelle qui vient de l'éducation du porno, de la réception du porno notamment. Ouais, il y a un nombre incalculable de petites touches qui font que c'est une question qui devient centrale. S'aimer soi-même, s'accepter soi-même, c'est vraiment la première condition à identifier. C'est pas évident. Enfin, il faut identifier qui on est, comment on fonctionne et ce qu'on trouve acceptable de soi-même, en fait, pour commencer à se dire, c'est OK, je suis comme ça, il faut que j'assume ces côtés-là, et ça va me permettre d'avancer, en fait. C'est aussi, est-ce que tu as l'impression que tu es invité à déséjacualiser, moi c'était pas ouf, à s'empêcher d'éjaculer, à retirer l'hégémonie donnée à l'éjaculation comme finalité, comme pouce vers le haut final. Je pensais notamment, c'est assez particulier comme pont. Déjà, est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que en fait, t'es pas invité là à oublier l'éjaculation et à venir te connecter à toi, au corps de l'autre, à toi profondément et à kiffer? Oui, c'est important de... Je conçois qu'il est important d'arrêter de concevoir les rapports qui doivent systématiquement se terminer par une éjaculation. Non, mais le fait de le concevoir, voilà. C'est un peu mou, ça. Genre, tu le conçois, genre intellectuellement, C'est un peu mou parce que j'y arrive pas. Pour moi, ça reste quelque chose de central. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, toi, il nous faut une éjaculation, sinon ça saoule, quoi. Il y a une sensation de pas fini, quoi. Je reste sur ma faim. Ouais. Est-ce que t'es un peu moins homme quand t'éjacules pas? Ah non, pas du tout. Non, ça touche pas du tout à cette question-là. Masculinité. C'est plutôt, j'adore l'orgasme en fait, et ne pas l'atteindre, c'est trop dommage, quoi. Ok. Non, c'est pas du tout une question de masculinité. Je serais curieux de savoir ce que ton ou ta thérapeute dirait à ce que je vais dire, mais dans un autre témoignage, j'entendais un homme qui du coup porte une cage de chasteté. Est-ce que tu sais ce que c'est? Tout à fait, ouais. Donc c'est un espèce de petite boîte en plastique ou en ferraille ou que sais-je. Donc clairement, je suis pas un expert de la cage de chasteté, mais de ce que j'ai vu et compris, et j'en ai jamais porté moi. J'aimerais bien essayer. Tu te le mets sur un sexe pas en érection, et la voici empêchée de bander. Ouais. Et du coup, cette personne témoignait de comment, après adaptation, c'était un super outil pour aller à la rencontre de son désir en dehors de la masturbation et d'une forme d'éjaculation. Il s'avère que tu peux éjaculer avec une cage de chasteté sans érection. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé d'éjaculer sans bander. Ouais. Sans érection. Sans érection, ouais, tout à fait. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit, mais moi dans un rapport sexuel je passe mon temps à me masturber et l'éjaculation c'est le Graal. Et un Graal où ça m'empêche pas d'être connecté au moment, mais moi je vois tout à fait ce que tu veux dire et je me sens assez parasité. Je dis pas que l'éjaculation j'ai plus envie d'en avoir, mais je me suis tellement masturbé, j'ai tellement construit ma sexualité dans la performance que, il faut absolument que je bande et que j'éjacule. Oui. Il y a quelqu'un qui rentre. Coucou. Alors, il faut pas que tu parles si tu veux pas être dans le podcast. Quelqu'un vient de rentrer, tu veux dire qui? T'as le droit ou pas? Oui. Je peux dire qui tu es. Ma compagne qui vient de rentrer chez nous. C'est chouette parce que j'allais justement te demander est-ce qu'on parle avec sa validation? Est-ce que tu lui en as parlé et elle est d'accord? On en a parlé, tout à fait. Je lui ai dit de quoi on allait parler et ce que je pouvais dire de notre vie à deux et intime. Super.
Mais j'avais envie de verbaliser que tu as eu son consentement. Ouais, tout à fait. Et je lui fais une bise, puisqu'elle est juste à côté. Du coup, j'essaie tu te rappelles ce que j'essaie d'exprimer? En tout cas, comment moi, ah ouais, moi je le vois dans ma sexualité et dans le cheminement sexuel que je vis aujourd'hui, je vois que je me suis construit dans la masturbation et je me suis construit la main sur mon sexe. Et moi, quand il y a un rapport sexuel et que je ne me masturbe pas, je galère un peu. C'est très rare que je sois vraiment dans mon plaisir. Ouais. Parce que moi, énormément de ma vie sexuelle a été pendant très longtemps seule, cachée, accroché à ma bite. Quoi. Ouais. Oui, ça me parle énormément puisque c'est ça, moi, le travail que j'ai dû faire, c'est repenser la sexualité autrement, repenser le rapport intime, qui n'est pas un schéma qui passe nécessairement par la pénétration dans mon cas. Et c'est un exercice qui est pas facile à faire parce qu'on se construit comme ça par un schéma qui fonctionne et après on le reproduit à l'infini. Mais du coup, j'ai envie de te redonner la question. Je reconnecte au début de l'entretien. Tu as grandi dans du machisme et de l'hétéronormativité. Ouais. Vraiment, tu penses pas qu'il y a un lien avec être un homme et parvenir à faire jouir l'autre et être dans ton rôle de tub? Oui, ce sont des valeurs qui sont inculquées activement par le biais d'émissions télévisuelles, dans les paroles des chansons. T'as dit non tout à l'heure, je t'ai demandé, est-ce que t'es moins homme et t'as pas eu l'air de rebondir sur c'est quelque chose que tu travailles, ta masculinité? Oui, alors moi je me suis beaucoup détaché de tout ça, oui, justement. Ouais. Et encore une fois, dans mon cas, ça revient à l'estime de soi, ça revient à la confiance en soi, à l'acceptation et attaquer le sujet de l'éjaculation prématurée, être capable de le dire à mes amis. J'en ai parlé à mes amis, et dire voilà, en fait, je suis comme ça, parce que pour moi, ça faisait partie d'un processus d'acceptation personnelle et de ne plus être vu pour le masque que je donne, mais pour la personne que je suis réellement. Donc c'était... T'as des atours aussi assez masculins, on est d'accord? Physiquement? Ouais, c'est ça. Quand tu te balades dans la rue, t'es très grand et t'as tous les traits de quelqu'un qui est très masculin. Ah oui, j'écarte les cuisses quand je m'assois. Non, t'es pas d'accord? T'es pas d'accord avec moi? Oui, non, oui, ça correspond bien, oui. Comment ont réagi tes amis? Putain, quel coming out quand même. Oui, alors justement, je me suis un peu identifié à ça, de dire oui, c'est une forme de coming out, de dire bon bah les gars, voilà, en fait, c'est ça, et tout le monde réagissait un peu comme un coming out, de dire bah ouais, c'est vraiment impressionnant que tu le fasses, mais nous on s'en tape complètement, enfin très bien pour toi, quoi. Oui, puisque t'éjacules pas avec tes amis. Oui, et puis ils sont pas directement impactés par. Donc voilà, ils étaient tous sensibles à l'effort que je faisais et réceptifs à la confiance que je leur accordais aussi. Mais tu leur as parlé de ton désir homosexuel? Oui. Une pierre deux coups. Elle est belle, la blague. Et non la couille, l'unique couille. Tu leur en as, une pierre deux coups. T'as fait un double coming out? Non, ça n'a pas été un coming out formel sur ça, mais moi j'évoque sans problème le fait que, enfin, j'évoque dans les conversations qu'un homme m'attire ou que le plaisir anal c'est cool et que vous devriez essayer les gars, mais ça c'est différent. Voilà, je n'ai jamais fait de coming out en disant ouais, c'est un truc qui m'anime vraiment. Mais tu l'as pas encore fait à toi-même. J'allais te dire, toi aujourd'hui tu ne te sens pas bisexuel. C'est marrant parce que du coup on a assez parlé pour que je m'engage et que je te donne une opinion sans, j'espère, te blesser. Moi, enfin, sans te gratter. Moi, les étiquettes, c'est nous qui les choisissons. Donc moi, en fait, tu t'identifies comme tu veux. J'en ai absolument rien à faire et j'ai plutôt envie d'être connecté à toi en tant qu'humain et que voilà. Donc quoi, t'es hétéro et t'as des rapports sexuels avec des hommes, mais très bien. Moi, c'est super et je pense qu'il y a un enjeu politique à ne pas invisibiliser les identités parce que les lois, elles ont besoin de mots. Donc ça, je resterai... Mais en revanche, dans la vie de chacun et l'intime de chacun, il n'y a pas d'injonction. Mais de mon côté, un homme, une personne qui s'identifie homme, qui a des rapports sexuels avec différents genres, et soit pansexuel, soit bisexuel. Possiblement, il y a d'autres termes que je ne connais pas encore. Parce que voilà, et qui a des rapports ou des désirs. Et le fait qu'il y ait une absence de pénétration et ou de muqueuse qui se rencontrent, pour moi, n'invalide pas
mon avis, mon opinion, qui n'a que d'intérêt que d'être mon opinion. Toi, aujourd'hui, j'entends, non, tu te considères hétéro avec du désir pour des hommes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Pourquoi c'est important pour toi? C'est pas important, mais de ne pas être bisexuel. La définition de la bisexualité telle que je la connais va trop loin par rapport à la manière dont je le vis réellement. Donc oui, il y a une part de ça. Alors c'est marrant parce que j'ai entendu un homme évoquer à peu près cette situation-là pour lui, et qui disait qu'il était pas bi, mais qu'il était bicurieux. Ouais, c'est un terme. Je trouve ça très chouette comme terme. Donc je suis plutôt bicurieux, quoi. Oui, ouais, ok. J'ai eu beaucoup d'expérience, mais par contre, ça m'attire et j'aime ça et je serai réceptif. Ouais. Mais... Non, je connais pas bien le nom de toutes les étiquettes. Je crois que celle-là est. Ah ouais, ça existe. Ouais, celle-là, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Donc oui, la bicuriosité, ça me parle pas mal. Ouais. Mais alors, je reviens un petit peu en arrière sur la question de l'acceptation de soi, parce que cette question-là, elle en fait partie aussi. C'est à partir du moment où je me suis attaqué au sujet de l'éjaculation prématurée que je me suis aussi posé la question du désir que j'éprouvais, et notamment du désir envers des hommes. Et maintenant, c'est quelque chose auquel j'ai dû réfléchir, j'ai dû accepter aussi, de dire, ouais, en fait, peu importe ce que j'en fais, mais c'est le cas. Et c'est très bien comme ça. Bon, j'en souffre pas, j'en ai pas besoin, mais ça m'a aussi permis d'accepter plein de facettes de ma personnalité, dont celle-là. Ouais. C'est peut-être ça la force des mots, c'est peut-être ça la force de se dire homosexuel ou de se dire bisexuel. C'est d'envoyer chier. Ouais. C'est un coming out, c'est une libération incroyable à partir du moment où j'ai dit à mes amis ou même à ma compagne, voilà, quand cet effort-là a été amorcé, de le dire et de le verbaliser, de se caractériser soi-même comme ça, c'est beaucoup plus facile d'en parler, et ça devient une question insignifiante, en fait. Ouais. Et évidemment, c'est une partie du processus. Il faut que ça devienne insignifiant pour commencer à travailler dessus. Parce que c'est une question qui est omniprésente, en fait. Dès que le rapport sexuel commence, c'est là, c'est forcément là. Et donc voilà, ça s'apparente un peu à un coming out de faire ça aussi, et voilà, peut-être que je suis bisexuel, j'ai pas encore trouvé le terme exact. Mais en tout cas, c'est comme ça pour moi, et c'est ok, ça va, tout va bien. C'est quoi la suite du chemin, notamment autour de ce cheminement sur l'éjaculation prématurée? Aujourd'hui, tu as fait une série d'outillages thérapeutiques qui te permettent, je crois entendre, de mieux vivre ta sexualité. Ouais. C'est le cas? C'est moi qui dis les mots. Je ne vis pas mieux ma sexualité, malheureusement. Donc tout ça, c'est des outils qui sont très intellectuels et très émotionnels. Et là, maintenant, il faut continuer ces efforts-là, parce que pour l'instant, le physique ne suit pas. Là, je souffre toujours de ces troubles-là, et c'est normal d'avoir un décalage entre le moment où on assimile des concepts et le moment où on le ressent dans son corps. Parce que ça fait combien? Ouais, tu as dit 9 mois. Là, tu t'es saisi des sujets. Il y a, je dirais 1 an, c'est ça que je comprends. Oui, ça correspond. À la louche. Tu vas peut-être devoir faire 1h30 aller-retour de voiture. C'est ça, va falloir. Ça fera sûrement partie du chemin, ouais. Et mais ça m'ouvre aussi pas mal de possibilités, justement, me dire en fait, si ça me fait envie, il faut que je le fasse pour le découvrir, quoi. Donc dans les conditions acceptables pour tout le monde, voilà. Mais ouais, ça m'ouvre aussi beaucoup de liberté, me dire. Comme c'est une vertu exploratoire, il faut que j'explore beaucoup de choses pour me découvrir moi-même. Et du coup, la suite, c'est dans l'expérientiel. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que tu fais le podcast aussi. Ah bah oui, il y a c'est la mise en mots, c'est l'étape. Il y a évidemment une mise en mots, mais c'est aussi le podcast, c'est aussi parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce trouble-là, et on est mal informé, on sait pas bien et tout. Et toi, tu t'es senti seul quand tu t'es dit. Ouais. Et surtout, j'ai énormément ressenti le tabou quand j'ai commencé à m'y intéresser. Je ne trouve pas
je n'arrive pas à trouver de source. Je ne trouve pas de cercle de parole. Si on est alcoolique, par exemple, les alcooliques anonymes, il y en a plein. Enfin, il y a des cercles, voilà, et j'arrive pas à en trouver pour l'éjaculation prématurée. C'est un trouble psychique, en fait. C'est un trouble. Alors, je sais pas si psychique c'est le bon mot, psychologique, mais c'est un trouble quand même. Et j'ai du mal. Je ne connais personne dans mon entourage qui m'a dit ça. Ouais. Je ne le sais pas. Alors que, bon, les stats, voilà, c'est 20% ou 30% des hommes, c'est énorme. Enfin, ah oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, tu m'apprends un truc. Ouais. Ah ouais. C'est 20 à 30% des hommes, et dans ces, voilà, et dans ce pourcentage-là, il y en a vraiment une minorité très forte, c'est-à-dire 5-10%, où c'est médical. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose de physique. D'anatomique. Voilà, d'anatomique, de physique. Et bon, ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas. Et dans 90%, 95% de cette proportion-là, mais c'est dans la tête, quoi. Ok. J'ai envie de te reposer une troisième fois la question, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas bien entendu ou que j'ai envie d'entendre. C'est quoi la suite? J'ai l'impression d'avoir répondu à ta place. J'ai pas vraiment répondu à cette question. Mais c'est peut-être un peu pressurisant, c'est comme si t'avais un plan d'action, mais on se laisse sur quoi? Je crois que on se retrouve dans 2 ans. On fait un 2e épisode. T'aimerais me raconter quoi? C'est quoi? T'aimerais que la suite du chemin... J'aimerais te raconter que j'ai vécu suffisamment d'expériences différentes et j'ai expérimenté suffisamment de situations qui m'ont permis de savoir ce que je voulais et comment m'en servir pour vivre cette sexualité de manière la plus épanouie possible. Alors... ce sera peut-être pas résolu, mais là, actuellement, je sais que je suis sur un bon chemin, en fait. Je sais que le chemin que je suis en train de suivre dans la structure, dans mon couple, dans la manière dont je structure ma vie sexuelle, dans ma vie intime, le rapport que j'ai aux autres, dans la manière dont je comprends mon désir beaucoup mieux, je suis sur un chemin qui m'aide, qui m'épanouit. Et donc, être capable de dire, voilà, le chemin que j'avais emprunté, je l'ai suivi jusqu'au bout, et là maintenant, voilà, j'en suis arrivé à un point où j'en souffre plus. Bon, déjà, ce serait idéal, mais c'est pas tout de suite. Mais j'en souffre plus, ou alors j'en souffre encore, mais c'est qu'une question de temps. En fait, ma sexualité est trop cool, quoi. Trop bien. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Tu n'as jamais eu de rencontre physique, sexuelle ou intime avec un homme? Ça dépend ce qu'on entend par là. J'ai jamais eu de pénétration. Le rapport physique que j'ai eu avec un homme, ça a été des caresses, des baisers et des caresses. Oui, tu as eu des avec à 18 ans ton ami qui te fait une déclaration d'amour. Avec un autre homme, il y a eu 3 expériences. C'est vite raconté. Il y a eu cette première expérience, la dernière que j'ai racontée aussi, de flirt, et une expérience lors d'une soirée où, voilà, en se cachant un peu derrière le fait que voilà, on est un peu alcoolisé, on fait un peu n'importe quoi. Ouais, j'ai eu une expérience avec un homme que je connaissais de loin, mais que je connaissais un petit peu, et avec qui voilà, il y a eu des baisers, il y a eu des caresses sur le corps. C'était la première fois que j'avais dans les mains un sexe qui n'est pas le mien, un sexe masculin qui n'est pas le mien. Que tu n'as pas sucé? Non. Parce que tu as dit que c'était dans ton top. Ouais. C'était comment ce moment? C'était très intriguant et plutôt excitant. J'avais l'impression vraiment de me toucher moi-même et en même temps quelqu'un d'autre. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Il y avait comme une sorte de dissociation. Mais du coup, c'était aussi très excitant. Et voilà, quelqu'un que j'ai un peu caressé, mais que je n'ai pas caressé suffisamment longtemps pour le faire jouir, par exemple. Et voilà, encore quelque chose qui me plairait beaucoup, de sentir un homme jouir dans mes mains. Ça, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Pourquoi vous avez été interrompu? C'était dans une soirée, dans une maison, vous étiez dans la chambre du haut? Non, c'est moi qui me suis désolidarisé de l'instant et qui... Voilà, j'étais trop timide et je préférais dire, écoute, bon, c'est cool, mais je préfère qu'on s'arrête là. Enfin, il y en avait trop. Ça faisait trop de sensations. Voilà, encore une fois, je me sentais submergé, vraiment submergé de sensations, et je me dis, c'est cette sensation de submersion qu'on retrouve aussi dans l'éjaculation prématurée. Ouais, j'allais te dire.
ça va trop vite, ça va trop fort. Ouais. Je sens mon cœur qui va trop vite. En fait, il me faut une pause et tout ça. Ouais. Et ensuite, après, le moment était un peu retombé. Tu l'as jamais revu? Non, on s'est jamais recroisé, non. T'as pas son numéro et t'as pas eu Non, envie j'ai même de... pas pris son numéro. Ah bah zut, Ouais, j'imagine qu'il n'existe pas son numéro. Non, je te taquine. T'avais pas envie de continuer, quoi. T'avais pas envie de connecter. Ouais. Pote de pote, c'est facile de le retrouver. T'as pas osé? J'ai pas osé, et... T'avais quel âge? J'avais 19 ans. Ouais, donc t'étais au début de ton chemin. Ouais. Tu te souviens avoir justement eu ces prémices d'éjaculation prématurée lors de ce moment avec cet homme? Oui, c'est un moment que j'identifie très facilement. Ouais. Je sens le désir qui devient incontrôlable. Oh là là, tu l'as eu avec cet homme? Non, j'ai préféré arrêter ce moment-là avant. Okay. Ouais. D'accord. Mais je savais que c'était une possibilité très forte. Des fois, ça n'arrive pas, mais que c'était quasiment sûr que ça allait se produire. Ouais. Et cette anticipation d'avoir honte d'éjaculer trop vite me dit non, je préfère qu'on arrête. Et voilà, c'est bon. C'est quelqu'un qui est dans une autre ville, dans un autre cercle d'amis. Donc je sais pas si un jour on se recroisera, mais voilà, c'était il y a un moment aussi. Ouais, bah oui, t'avais 19 ans. Est-ce qu'il y a un mot de la fin qui te vient particulièrement? Un mot de la fin, c'est toujours difficile parce que y a beaucoup de pression dans le mot de la fin. Alors moi, je peux te dire que franchement, je te remercie. Je trouve je suis super. Je me sens super connecté à toi. C'est marrant parce que moi, j'ai pas vécu de blocage autour de l'éjaculation prématurée. En revanche, j'ai vécu tout ce que tu as raconté. Mais sauf que moi, mon symptôme, il est ailleurs. Il est différent, tu vois. Enfin, tu vois, la façon que mon corps a de... Et du coup, j'ai trouvé que je me suis beaucoup retrouvé dans ton histoire. Alors que je me disais, c'est tellement un sujet qui m'est lointain, mais en fait, pas du tout. Et tout ce que t'as dit m'a vachement nourri. Et je suis vachement fier. On se connaît pas, tu vois, mais je me dis, mais franchement, Et t'auras le droit de me dire on le publie pas finalement, tu gardes ton libre arbitre, mais si tu décides qu'on le publie, je me dis mais quel putain d'épisode, quoi. Bah, c'est très gentil, c'est pas facile. Non mais quel courage, tu vois, et en plus moi je m'en tape au final du courage ou de ce que les autres peuvent penser, mais je me dis mais c'est sûr que ça lui fait du bien. Moi je crois que j'ai cette croyance profonde de me dire mais c'est sûr que une fois que on a ouvert les rideaux, les vampires dans le livre, ils disparaissent, ils savent pas vivre avec la lumière, tu vois. Et donc je reste avec ça. Toi, tu restes avec quoi? Avec le maître mot de oser, qui est vraiment oser faire cet épisode déjà. C'est pas évident. Oser se regarder tel qu'on est, oser le dire aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont pas faciles et qu'on a tous besoin de faire. Bon, voilà, c'est des cas qui sont très particuliers, mais on a tous besoin de faire ça et réussir à oser, c'est la chose la plus importante pour s'aimer soi-même, s'accepter soi-même et se montrer réellement tel qu'on est. Voilà, oser, c'est plutôt un mot, un seul mot de la fin, oser. Merci Antoine. Merci à toi. C'est cool. Ça va? Ouais. C'est intense. Ouais. Quelle intensité. Ouais. T'as trouvé que c'était... Dans quel sens, intense? Il se passe plein de choses dans ta tête, là. Ouais, il se passe plein de trucs en même temps. Ouais, et puis, c'est une cadence, quoi. Il faut parler, il faut être pertinent tout de suite. C'est pas facile. Ah, mais tu le fais très bien. Ah ouais? Ah ouais, j'ai pas eu le sentiment que tu galérais. T'es content de ce que t'as dit? Ouais. Il faut un peu de recul pour avoir un mot final, mais ouais. T'es content d'avoir osé? Ouais, je suis content d'avoir osé le faire, d'avoir osé parler de tout ça, et tu m'amènes à creuser encore plus, des questions qui sont que ressenties et pas débunkées, quoi. Donc ouais, c'est utile à tous les niveaux. Ah, moi, j'adore la psychanalyse de sauvage de comptoir à 1,50€. Mais pour moi, c'est pas du tout anodin que ton épisode soit une sorte de double épisode autour de ces deux sujets.
Parce que à plein de moments, si tu te réécoutes, quand tu te réécouteras peut-être, quand tu parlais de la réalité de l'éjaculation prématurée, tu répétais des choses que tu as dit à propos de ta facette homosexuelle. Notamment, à un moment donné, tu disais que c'était les deux choses que tu cachais, qu'il y avait cet enjeu. Et le lien à chaque fois avec l'estime de soi. Ouais. L'estime de soi, parce que une fois que tu as compris... La connexion, elle est là, quoi. Le pont, il est là, c'est l'estime de soi, c'est ce qui touche à tout. Donc... Parce que l'étiquette de bisexualité ou d'homosexualité, toi, tu l'as toujours comprise, et on vit encore dans un monde où, t'es perdant. Et du coup, il y a cet enjeu, et idem sur l'éjaculation prématurée. Tu l'as dit, c'est un tabou, c'est interdit, et puis t'as pas le... Et tu vois, il y a vraiment moi, c'est ce que j'ai entendu, ce chemin de qui suis-je et qu'est-ce que je veux. Et pour moi, je crois que tu veux autre chose que juste être une bite qui éjacule. Je crois que tu veux autre chose que d'être enfermé dans ce carcan de je te mets une note sur à quel moment donné t'éjacules et comment t'éjacules. Et du coup, tu veux moi, c'est ma croyance. On est dans de la croyance et de l'opinion, et de psychanalyse sauvage. Mais c'est que il y a quelqu'un et quelque chose en toi qui a mieux compris et qui dit non. Ouais. En fait, ton épanouissement, qui tu es profondément et intimement, c'est autre chose que ce dictat. Donc, mec, c'est mort. Je te mets un stop. Ouais. Et là, t'es là, mais pourquoi ? Non. Ouais. Stop quand même. Non. Ça te parle ? Maintenant, on va essayer de vivre d'autres trucs là Mais t'as plus d'autres choix. Que tu sens depuis longtemps et que t'as jamais fait. Tu vois. Et t'as plus d'autres choix puisque mécaniquement, c'est un stop. Ouais. Ah oui. Ce déclic là de se dire, en fait, le temps est compté. Ouais. Ça ne marchera pas en fait. Oui. Donc dans les 20 ans de sexualité qui te restent, qu'est-ce que tu vas en faire là exactement ? Ouais. Et donc oui. Et voilà, puis après voilà, toute cette autocensure, l'hypnose, ça a vraiment déclenché des trucs assez fous, tu vois. Et il y a un déclic comme ça que j'ai compris, et il me dit ok, en fait, tout ou la majorité des trucs qui me font souffrir actuellement, ça vient d'un moment comme ça. J'ai identifié un moment qui est un exemple d'une succession de comportements. Tu veux me le dire ou Bah oui, si tu veux. C'est quoi le déclic ? C'est donc ça a été, en fait, tout ça est encapsulé dans un souvenir qui est plus ou moins déformé, mais qui est l'illustration de tout un comportement en fait. Donc tu vois, c'est comme si tu prenais une image qui correspond à plein de choses, quoi. Ok. Et donc c'est l'un de mes parents qui me dit sur une note que j'ai reçue, moi j'ai toujours été un bon élève, et qui me dit bah c'est bien, mais avec le potentiel que t'as, on sait que t'es quelqu'un d'intelligent, tu peux faire mieux que ça, voilà. Et en fait, à partir de là, ça a déclenché tout un truc de me dire ok, j'ai compris que ça fait quand même ça fait 20 ans ou peut-être 25 ans que je me comporte de la manière dont je pense que les autres aimeraient que je me comporte. Et donc là, tu vois, à partir de là, on touche à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire servir l'autre sexuellement, parce que j'imagine que c'est ça que tu attends de moi, donc c'est ça que je vais te donner, alors que pas du tout. Ça amène à l'acceptation de soi, et de dire ah non, t'es caractérisé comme hétérosexuel, il y a aucune raison que t'aies de l'attirance pour les hommes. Bah si aussi, enfin tu vois. Et bah non, je serais pas non plus bisexuel puisque j'ai pas vraiment d'expérience à faire valoir là-dessus. Mais ça peut être entre les deux et on s'en fiche, tu vois. Ça touche à l'autocensure de dire tu seras jamais vraiment au top des compétences qu'on t'attribue par rapport à ton potentiel. La notion de potentiel, c'est une idée qui me fait vomir. T'as un potentiel énorme, ça ne veut rien dire et ça ne fait que mettre de la pression à des gens. Et donc, ça fait que me rabaisser par rapport à ce que je produis, tu vois. Ah, tu fais ça, c'est bien, mais t'es tellement talentueux, tu pourrais aller tellement plus loin. Oui, mais j'ai pas envie, enfin... Pression de performance. Voilà, pression de performance, ça vient de là aussi, tu vois. Et tout ça, c'est connecté, tu vois, enfin... Parce que il y a cette idée de me comporter pas en fonction de moi-même, mais en fonction de l'image que j'ai. Du dictat. De ce que pensent les autres de moi. Tu vois. Ça, c'est terrible.
Bon, déjà, l'identifier, c'est bien. Maintenant, il faut en sortir. C'est un autre processus. Et ça, c'est sous hypnose que tu fais ressortir ce souvenir. C'est en convoquant, à partir duquel En convoquant ce souvenir, je me suis dit, ah ouais, putain, il est là le problème. Et donc, ça s'est fait vraiment de manière vraiment très instantanée. Je trouve ça super inspirant. C'est dingue. Mais en fait, on va crever. Une efficacité comme ça, quoi. On va crever. Et toi aussi, et moi, bon, désolé, mais en gros, je suis là. Ben, génial ce chemin. Ouais, moi, j'aurais fait ça. J'aurais fait ce chemin-là, quoi. En tout cas, c'est le jugement que j'ai. C'est de dire, de toute façon, tu sais assez bien te projeter dans un chemin hétéronormé de performance. Et voilà. Et la réponse, c'est non. Donc, viens, on va construire autre chose. Ouais. Je repars avec plein de joie. Ouais. Et plein J'ai une chance incroyable d'être accompagné là-dedans. Parce que, c'est pas un chemin ça peut se faire seul, mais c'est hyper dur en fait. Et heureusement que Gabrielle m'accompagne là-dedans et me laisse la liberté de le faire, qu'elle comprend et qu'elle accepte tout mon processus et tout. C'est pas donné à tout le monde du tout, quoi. Ouais, elle pourrait avoir ses blocages, et elle les a aussi, tu vois, et elle les dépasse pour que moi je puisse faire ce chemin. Ouais. Alors c'est pas déterminant, tu vois, parce que mais par contre c'est une énorme influence, quoi. Alors, quelqu'un qui te dit qui soutient et tout ça. Je vais faire un podcast, je vais sûrement parler du fait qu'on est en union libre, que je fantasme sur des hommes. Ouais, ok, si pour toi c'est important, fais-le. On pourrait me dire, moi ça me met pas trop à l'aise d'être associé à ça. Non. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est une chance incroyable. Ouais, complètement. C'est ce qu'on attend de quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Complètement d'accord. C'est ma conception de l'amour, c'est ma capacité à donner à l'autre des ailes et d'aller à l'endroit de son désir. Pas forcément moi avec lui, mais en tout cas de l'aider à... Et c'est pas du tout facile. Parce que quand l'autre, il veut aller à un endroit du désir où je suis à... Non mais mec, va plutôt à gauche ou reviens vers moi. Va pas trop loin. Ah non, c'est beau. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on le mentionne pendant le podcast. Le consentement de ta compagne, tu vois. Parce que je trouvais ça assez puissant. Est-ce que t'es d'accord? On a parlé là un peu après. Est-ce que t'es d'accord que j'utilise jusqu'à ce que... Tu te souviens de ce que... Tu vois, là, en fait, j'ai dit ok, cool, bye. Puis après, on a eu un petit échange là. Ouais. Ah ok, oui, ok. Et tu composes ton épisode. Hein. Ces mots sont enregistrés, ils sont enregistrés. Quoi. Ouais, mais là je te parle des mots où une fois je t'ai dit merci. Je pensais que c'était coupé. J'ai enlevé mon casque. Ouais, c'est ça. J'ai enlevé mon casque, ça enregistre encore, et en fait. Si c'est exploitable, ok, ouais. Ouais, t'es à l'aise. Franchement, quel putain d'épisode. Ouais, écoute, je suis ravi que tu le sentes comme ça. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.